Donc, on commence cette présentation. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre. Donc, je me nomme David Amers-Bouffard. Je suis conseiller scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec et je serai votre animateur pour la prochaine heure. Donc, pour la prochaine demi-heure, en fait, on va vous présenter les résultats du projet de la Société québécoise d'infrastructure concernant la création d'un outil d'évaluation de vulnérabilité des bâtiments au climat. Il s'agit d'un projet qui a été cofinancé par Uranus, également par le Fonds d'électrification et de changement climatique, mieux connu sous son ancien nom de Fonds vert, donc par l'entremise du volet santé du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, ou PAC 2013-2020. Avant de commencer, j'aimerais préciser qu'il s'agit d'une première présentation d'une série de webinaires organisés par l'INSPQ pour la prochaine année. Avec l'achèvement du PAC 2013-2020, il y a plusieurs projets du volet santé qui tirent à leur fin. Donc, cette série va chercher là, à présenter, à diffuser les résultats de ces divers projets, oui, au sein du réseau de la santé et des services sociaux, mais également auprès d'autres acteurs du secteur public, universitaire, communautaire et même privé, travaillant ou non dans le domaine de l'adaptation au climat. Donc, toutes les personnes qui ont reçu l'invitation pour ce webinaire, de même que celles qui se sont inscrites, recevront les invitations à temps et lieu. Pour revenir à notre sujet actuel, j'aimerais vous introduire notre présentatrice, là, Catherine Dubois, qui a piloté le projet à la Société québécoise d'infrastructure sur l'évaluation de la vulnérabilité des bâtiments. Bon, Catherine est conseillère en développement durable à la SQI. Elle est architecte de formation. Elle a également été chercheuse sur les questions de vulnérabilité et de l'adaptation du milieu bâti au changement climatique, et ça depuis de nombreuses années. En fait, ses recherches ont été conduites à l'Université Laval, mais également à l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse et à l'Université de Toronto. Notez que nous avons prévu environ une demi-heure après la présentation pour les questions afin de discuter du projet. Vous pouvez entrer vos questions dans le clavardage pendant la présentation si vous le souhaitez. Sinon, vous pourrez questionner ou commenter de vive voix lors de la période consacrée. Sinon, je vous demanderai bien entendu de fermer vos micros et également vos caméras durant la présentation. Sans plus tarder, je vais laisser la place à notre présentatrice. Catherine, tu peux maintenant partager ton écran. Voilà. Est-ce que vous voyez une diapo-titre? Oui, Catherine. Oui, d'accord. En tout cas, moi, je la vois. Oui. Donc, vous hésitez. Je sais que la période de questions est réservée à la fin. Pendant la présentation, je ne vous verrai pas. Donc, si vous avez vraiment une question à chaud, je suis très à l'aise. Est-ce que vous m'entrecoupiez pendant la présentation? Je pourrais y répondre on the spot. Sinon, bien, on se garde une période de discussion à la fin. Donc, aujourd'hui, tout simplement, j'ai été invitée à présenter un peu les résultats de ce projet de recherche qui s'est déroulé sur presque 24 mois, le projet vaccin. Donc, je vais vous présenter en bref quels étaient les objectifs du projet et l'essentiel de la présentation va être consacré à la présentation de l'outil. Donc, le projet vaccin, c'est l'acronyme de vulnérabilité des bâtiments au changement climatique. C'était pré-pandémie, ce n'était pas du tout prémonitoire. C'était simplement un nom qu'on voulait, un petit nom pour que dans l'organisation et dans nos communications extérieures, ce soit plus facile de se raccrocher que le titre officiel. Il consiste à vraiment développer une méthode d'évaluation de la vulnérabilité au changement climatique des bâtiments dont la Société québécoise des infrastructures est propriétaire, donc des bâtiments publics. Le parc immobilier de la SQI, c'est environ 350 immeubles. Un immeuble peut comporter plusieurs bâtiments, donc on parle aux alentours de 700 bâtiments qui sont répartis sur tout le territoire québécois, qui ont été construits à différentes époques et puis qui ont différentes fonctions. Plusieurs sont en lien avec le maintien de la sécurité publique, donc je pense notamment au centre de détention, au palais de justice, au poste de la Sûreté du Québec. Ce sont vraiment les centres de transport aussi qui sont probablement sollicités aujourd'hui par les averses de neige. On est aussi propriétaire des 2 laboratoires nationaux, donc de Québec et de Montréal, qui sont très, très utilisés depuis un an. Donc, le projet vaccin pour la SQI, c'est vraiment le premier projet de recherche qui a été conduit à l'intérieur de l'organisation. Et comme le disait David, il a bénéficié du financement du Fonds vert et de la collaboration très étroite d'Uranos et de l'Institut national de santé publique.
Donc, les changements climatiques, là, ils sont à l'origine de différents aléas. Dans le cadre de ce projet-là, ce qu'on essayait de mettre en évidence, c'était différents aléas climatiques, les éléments architecturaux et techniques qui sont sollicités par ce type d'aléas-là et de prendre en compte les impacts potentiels sur le confort, la santé ou la sécurité des occupants. Donc, si je prends par exemple le tableau, la première ligne, donc dans le cas des canicules, des températures extrêmes, il y a vraiment plusieurs éléments d'un bâtiment qui vont faire en sorte qu'il va être en mesure ou non de maintenir des températures intérieures confortables malgré la chaleur ambiante élevée. Dans le cas où un bâtiment n'est pas capable, en fait, de maintenir ces températures-là en raison de ses dimensions, en raison du ratio de vitrage par rapport à la surface de plancher, parce que les systèmes de climatisation ne sont pas suffisants, parce que les finis intérieurs ne permettent pas de capter, de stocker la chaleur et de la diffuser plus tard. Bien, ces bâtiments-là vont potentiellement avoir plus d'impact sur la santé des occupants. Et on parle d'épisodes d'inconfort pouvant aller jusqu'à l'exacerbation de maladies cardio-respiratoires et voire jusqu'au décès de certaines personnes qui présentent des facteurs de vulnérabilité. Ce que ce tableau-là met en évidence, c'est qu'en fonction des aléas climatiques, ce ne sont pas forcément les mêmes composantes, éléments du bâtiment qui sont sollicités. Donc, il faut évaluer chacune de ces composantes-là et ils ne produiront pas non plus le même type d'impact sur la santé des occupants. Donc, les grands objectifs du projet, le principal, c'était vraiment le développement de cette méthode d'évaluation à partir de laquelle, nous, comme société, on veut avoir un portrait général de nos bâtiments. On a un bon portrait général sous l'angle de la vétusté physique, mais la question des risques climatiques ne faisait pas partie jusqu'à très récemment des choses qu'on adressait. On voulait aussi profiter de ce projet-là pour étendre l'expertise de nos professionnels, donc les architectes, les ingénieurs, les chargés de projet qui travaillent autant sur les bâtiments existants que sur les bâtiments futurs à la réalité des changements climatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel genre d'impact? Qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement pour limiter les conséquences des changements climatiques sur notre parc? Et le dernier grand objectif, c'est de partager, de diffuser la méthode avec d'autres acteurs de la gestion immobilière, donc d'autres organisations qui pourraient être intéressées à suivre la méthode qu'on a développée pour avoir le même portrait de leur parc immobilier. Donc, ça a conduit au développement d'un outil. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs façons d'aborder le risque. L'outil, lui, s'appuie sur la définition du risque telle qu'elle a été énoncée dans le dernier rapport du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Et dans cette définition, le risque correspond aux conséquences éventuelles et incertaines d'un événement climatique sur quelque chose ayant une valeur. Dans notre cas, à nous, ce quelque chose qui a une valeur, ce sont des bâtiments ou des personnes. Donc, ce n'est pas une approche probabiliste du risque qui est plutôt courante en ingénierie. Donc, le risque dans ce cadre-là, ça va dépendre de 3 composants. La présence d'un aléa, d'un danger climatique, l'exposition des éléments de valeur, donc des bâtiments, des personnes à ce danger, et le degré de vulnérabilité de ces éléments. Donc, c'est pour cette raison que l'outil calcule d'abord des indices de danger, d'exposition et de vulnérabilité pour parvenir au calcul d'un indice de risque. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont par exemple 2 résultats qu'on pourrait obtenir. Donc, un indice de risque allant de 0 à 1 serait considéré faible à 0,3 et élevé à 0,8. Et à cela, on peut l'associer soit à des mots comme risque faible, risque élevé ou à un code couleur pour faciliter la communication des résultats. L'outil est basé sur un tableur numérique. Là, en l'occurrence, c'est Microsoft Excel, mais on pourrait très bien utiliser un autre outil numérique, tableur numérique qui existe. J'ai opté pour cette solution parce que l'un des livrables, c'est la question de partager la méthode. Puis les tableurs numériques sont courants dans la majorité des organisations. Ils permettent d'avoir une méthode qui est standardisée puis qui peut être adaptée en fonction des données disponibles. Le tableur comprend plusieurs onglets qui ont été conçus pour appuyer les 3 grandes étapes de la démarche. Bon, ces 3 grandes étapes-là, c'est tout d'abord la collecte des données.
ensuite, l'évaluation des risques et en tout dernier lieu, l'analyse des résultats. Donc, la durée de la collecte des données va varier d'un bâtiment à l'autre en raison des données disponibles. Donc, on a des données descriptives sur nos immeubles, l'année de construction, le nombre d'étages, les superficies, etc. Mais on veut aussi aller chercher des photographies, des plans, des coupes, des élévations, des couches géolocalisées, parce que dans le cadre du projet, on a développé une base de données géospatiale pour positionner nos bâtiments et évaluer leur exposition à certains risques, dangers climatiques. Donc, ces couches-là sont produites par d'autres ministères et organismes. Je pense notamment au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, au MAMACH, etc. On va aller aussi chercher des indices climatiques, donc des informations qui sont produites par Ouranos ou par Données climatiques Canada pour savoir dans quelle mesure le climat est susceptible de varier sur un horizon temporel défini. Chez nous, on va consulter le registre des plaintes, le registre du patrimoine, parce que dans le cadre de nos évaluations, on a priorisé les bâtiments pour lesquels le nombre de plaintes relatives au confort sont les plus élevés et qui sont aussi des immeubles patrimoniaux. On va aussi consulter nos plans de sécurité de mesures d'urgence et le site web du Centre d'expertise hydrique du Québec qui va nous informer si le bâtiment est situé dans une zone en aval de barrages hydroélectriques. Et si c'est le cas, est-ce qu'ils sont de propriété publique ou privée? Ça ne signifie pas le même niveau de risque, malheureusement. Les données sont inscrites dans l'onglet « Bâtiment » qui rassemble les informations qui sont utilisées aux différentes étapes de l'évaluation. Donc, la première partie va documenter des caractéristiques à l'échelle de la région, en A. En B, ce sont des caractéristiques à l'échelle de la parcelle, donc vraiment du terrain où est situé notre bâtiment. Et en C, des caractéristiques plus propres au bâtiment en tant que tel, donc ce que vous voyez à l'écran, l'indice d'état, l'année de construction, le nombre d'étages, l'emprise au sol, etc. Et ce premier pas-là, en fait, ces informations-là seront réutilisées plus tard dans le cadre de l'évaluation et ça va éviter de faire des allers-retours. L'évaluation des risques, donc la deuxième étape de la démarche, là, proprement dite, elle prend la forme d'un atelier virtuel, pandémie oblige. Là, nous, on fonctionne avec Teams. Et en fait, on rassemble virtuellement des gens qui sont responsables de l'exploitation du bâtiment. Donc, vraiment, les gens qui sont sur le terrain, qui connaissent le mieux le bâtiment dans sa forme actuelle, mais idéalement aussi qui connaissent ses antécédents. Selon les cas, là, selon les bâtiments, en fait, on va évaluer entre 1 et 7 aléas climatiques et ça va prendre un maximum de 2 heures en utilisant l'outil. Les dangers qui sont actuellement couverts par l'outil sont les vents violents ou les tornades, les inondations riveraines, les inondations urbaines, les chaleurs et les canicules, les cycles de gel de dégel, les tempêtes de verglas et les tempêtes de neige. Il existe d'autres types d'aléas climatiques, mais dans le cadre du développement de notre méthode, on est allé chercher quels avaient été le type d'aléas qui avaient affecté notre parc immobilier par le passé. Et ce sont ces événements-là qui sont ressortis. Pour certains gestionnaires immobiliers, je pense dans le nord du Québec, probablement que la dégradation du pergélisol serait dans ces aléas-là. Mais dans le cadre du parc de la SQI, ce sont vraiment les aléas les plus courants. Donc, l'évaluation des risques, elle va s'appuyer sur les 7 onglets du tableur numérique. Chaque onglet est structuré de la même façon, mais le contenu, bien entendu, va varier en fonction des dangers qui sont évalués. Donc, en A, ce que vous voyez, c'est un court paragraphe qui va résumer d'abord les risques potentiels de cet aléa climatique-là sur le bâtiment et ses occupants. Ainsi, des gens qui ne seraient pas forcément des spécialistes de la question des impacts des changements climatiques sur les bâtiments auraient déjà une base de connaissances pour amorcer cette évaluation-là. En B, cette section-là est dédiée à la détermination de l'indice de danger, en C, au calcul de l'indice d'exposition, et en D, au calcul de l'indice de vulnérabilité. Donc, une fois qu'on a ces 3 indices-là, automatiquement, on a un calcul d'indice de risque. Mais on va voir maintenant plus en détail chacune de ces 3 sections-là, la B, la C et la D. Donc, la détermination de l'indice de danger ou de l'aléa,
Ça consiste à établir une correspondance entre la valeur d'un indice climatique qui a été préalablement identifié. Par exemple, ce que vous voyez dans le tableau, c'est le nombre d'événements de gel annuel à l'horizon 2041-2070. Donc, on va avoir une correspondance entre la valeur de cet indice-là et la valeur d'un indice normalisé, donc ce que vous voyez en gris en dessous, qui va vraiment nous donner la valeur qu'on va utiliser dans notre calcul. Donc, la valeur de cet indice pour une région donnée se trouve soit sur la plateforme d'Ouranos ou sur la plateforme de données climatiques Canada. Et puis, dans le tableau, il y a un hyperlien, donc les gens n'ont pas à chercher où est-ce que je trouve l'information. Clique sur le titre, la page s'ouvre et je peux, après ça, en fonction de la région, aller chercher l'information dont j'ai besoin. Donc, si, par exemple, dans la région où j'étais, le nombre d'événements de gel-dégel à l'horizon 2041-2070 s'élevait à 75, bien, en fait, là, je regarde 75 dans mon tableau gris, ça me donne une valeur normalisée de 0,5. Donc, 0,5 est la valeur de mon indice de danger. Il existe cependant deux cas, les vents violents, les tornades et les tempêtes de verglas, pour lesquels on n'a pas d'indice climatique parce que les projections climatiques ne sont pas assez fiables, l'information est encore trop immature pour être capable de la communiquer. Donc, pour l'instant, quand on évalue les vents violents et les tempêtes de verglas, on va utiliser la valeur par défaut de 0,5 en assumant que tous les bâtiments du parc sont susceptibles d'une manière ou d'une autre d'être exposés à des vents violents et à du verglas à l'horizon 2041-2070. Maintenant, le calcul de l'indice d'exposition. L'exposition, ça va vraiment dépendre des caractéristiques du site qui interagissent avec l'aléa ou le danger qui est ciblé. Donc, ces questions cherchent à identifier les caractéristiques qui ont le potentiel d'amplifier les effets néfastes d'un événement climatique sur le bâtiment. Ces caractéristiques comprennent par exemple le type d'environnement naturel ou bâti, la présence d'une plaine inondable, celle d'un îlot de chaleur urbain. Donc, les choix de réponse sont associés à des valeurs comprises entre 0, donc une faible exposition, et 1, une exposition élevée. Et le calcul de l'indice d'exposition, en fait, c'est la moyenne des valeurs qui ont été saisies aux différentes questions de cette section. Le calcul de l'indice de vulnérabilité, c'est la partie la plus importante de l'outil parce qu'elle va comprendre entre 13 et 25 questions à choix de réponse selon les aléas qui sont évalués. La vulnérabilité se concentre sur les caractéristiques architecturales et techniques qui vont prédisposer le bâtiment ou non à subir des dommages. Donc, les questions sont organisées d'après la classification Uniforma 2, qui est très courante dans le domaine du bâtiment. Et en fonction des différentes sections, on a des questions qui sont posées et pour lesquelles l'atelier d'experts doit répondre. Donc, l'indice de vulnérabilité, comme l'indice d'exposition, se mesure sur une échelle de 0,1 et c'est la moyenne de l'ensemble des réponses qui nous permet d'avoir l'indice de vulnérabilité. Donc, les réponses apportées dans les 3 sections de l'outil produisent plusieurs types de résultats. Tout d'abord, des indices de risque par danger. Donc, on voit vraiment le résultat par type d'aléa climatique, mon niveau de risque. Plus le triangle est étendu, plus le risque pour un danger donné est élevé. La façon aussi du triangle, si je prends par exemple dans le cas de la chaleur et des canicules, le graphique au centre de votre écran, on voit que l'axe vulnérabilité se distingue. Bien, moi, comme architecte, je me dis, j'ai beaucoup de caractéristiques architecturales et techniques qui sont responsables de ce risque-là. Donc, potentiellement, j'aurais plusieurs leviers pour atténuer le risque dans le cadre d'un projet d'adaptation. Le deuxième type de résultat, c'est un indice de risque climatique global qui va représenter le niveau de risque pour l'ensemble des dangers auxquels le bâtiment est confronté. Donc, cet indice permet de comparer le résultat du bâtiment par rapport à d'autres bâtiments du parc immobilier et de cibler les dangers climatiques qui sont les plus menaçants pour lui. Donc, ce qu'on voit dans l'exemple de droite, c'est que pour cet exemple-là, les vents violents et les tornades, les chaleurs des canicules et les tempêtes de verglas sont les 3 types d'aléas climatiques
qui présentent les plus grands risques pour ce bâtiment-là. Je tiens à souligner que l'indice de risque climatique global, c'est le résultat de l'agrégation des différents indices de danger, donc ce que vous avez vu à l'étape précédente. Mais ces résultats-là ont été pondérés en fonction de leurs impacts potentiels sur leurs bâtiments et leurs occupants. Donc, si je prends l'exemple des vents violents et des tornades, bien, on sait très bien que si le bâtiment est occupé au moment où la toiture est arrachée ou que les murs s'effondrent, on pourrait avoir des décès versus, si je prends par exemple la question des cycles de gel et de dégel, qui va causer essentiellement un vieillissement prématuré de certains matériaux sur l'enveloppe, en façade, bien, les risques pour la santé et la sécurité des occupants est bien moindre. Donc, dans mon calcul d'indice de risque climatique global, le poids accordé au vent violent va être plus élevé que celui au cycle de gel et de dégel. Donc, l'onglet Résultats comprend également un tableau synthèse pour identifier les éléments du site et du bâtiment qui rendent le bâtiment particulièrement vulnérable aux dangers qui ont été identifiés. Donc, si vous regardez encore dans le tableau, il y a les différentes composantes uniformes dont je vous parlais, les différentes façons de classer les éléments du bâtiment et dans les colonnes, les différents aléas qui ont été évalués. Et quand on arrive sur des cases qui sont rouges ou orange foncé, bien, rapidement, je vais m'y intéresser pour voir, OK, je veux réduire ma vulnérabilité à la chaleur et aux canicules. Bien, ce que je vois, c'est que le toit et les systèmes de ventilation et de conditionnement d'air sont déjà, dans le cas de ce bâtiment-là, présentent une vulnérabilité très élevée. Donc, selon toute logique, je devrais m'attaquer à ces éléments-là en premier si je voulais réduire les risques de manière globale sur ce bâtiment-là. Mais pour faciliter la compréhension des résultats, bien, le tableau il est complété par des lignes directrices donc, que je rédige qui sont finalement des pistes d'action pour adapter le bâtiment au changement climatique. Il faut se rappeler que nous, là, on fait cette démarche-là pour avoir un portrait de nos immeubles et éventuellement entreprendre des travaux sur ces immeubles-là. Donc, cet onglet-là sert aux équipes projets qui seraient appelées à travailler sur le projet, puis à voir, OK, voici ton niveau de risque, puis voici ce que tu pourrais faire selon les différentes catégories de composantes. Puis, je vous fournis aussi un élément d'information supplémentaire, c'est le degré de complexité de mise en œuvre. Donc, si c'est vert, c'est relativement simple. Si c'est rouge, ça risque d'être compliqué de s'y attaquer, mais sache que ça existe. Donc, en conclusion, la méthode d'évaluation des risques climatiques qui a été conçue dans le cadre du projet vaccin, elle est suffisamment exhaustive pour brosser un portrait des risques climatiques encourus par chaque immeuble, tout en demeurant opérationnel. Donc, on ne parle pas d'un rapport de 300 pages pour un bâtiment. Là. Elle nous permet d'obtenir des résultats relativement rapidement pour les intégrer dans notre démarche de priorisation de projets. Et elle est transférable car l'outil a été conçu avec un tableur numérique qui peut être partagé et adapté par d'autres acteurs de l'immobilier qui souhaiteraient entreprendre une démarche comparable à celle de la SQI. Donc, si vous avez des questions, ceci clôt ma présentation. Merci beaucoup, Catherine. Tu peux t'arrêter de partager ton écran, merci. Peut-être simplement, si vous voulez poser vos questions, vous pouvez lever votre main dans la barre d'outils en bas. Puis lorsque vous présentez, lorsque vous posez votre question, vous pouvez vous présenter donc votre nom, vos fonctions et votre organisation. Je vois qu'il y a une main levée. Je vais commencer par Chantal Saucier. Chantal, je pense que ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend là. Oui, OK. Bon, merci. Bonjour, merci Catherine pour la présentation. J'avais une question. Elle porte sur, en fait, au début de la présentation, tu as mentionné que l'analyse de vulnérabilité prenait environ 1h30 ou à 2 heures par bâtiment. Est-ce que j'ai bien compris? La phase de l'évaluation, donc la tenue de l'évaluation, c'est ça que ça prend quand on est réunis par Teams ou par Zoom. Mais la période avant de collecte des données, elle est variable en fonction des bâtiments.
D'accord. Puis la collecte des données, dans les... En fait, elle est faite par qui chez vous? Comment vous avez procédé pour faire la collecte des données, pour faire un C'est test? Je ne moi. sais pas comment marche ma caméra. Je ne sais pas si vous me voyez, là, Non, je te vois pas. non, je ne sais pas pourquoi. Là, je ne sais pas trop avec Zoom pourquoi ça ne marche pas. Il est où le bouton pour mettre la caméra, en tout cas? Bref, pas En grave. bas à gauche, tu as stop vidéo ou pas. J'ai mute, À côté. audio setting. Ah, attends un instant. Speaker, select caméra, microphone. Ouf, je sais pas, je le vois pas. À gauche, j'ai comme juste l'audio. Bon, en tout cas, tu m'entends, c'est ça qui Oui, compte, je t'entends. Oui, d'accord. Alors, c'est ça. Dans le fond, comment vous avez procédé? Est-ce que c'est toi qui avais fait la recherche au départ, puis après ça, tu as fait l'atelier avec les experts du bâtiment, ou bien tu laisses, En fait, c'est moi qui fais la le... collecte des données, mais je contacte les directions immobilières, donc les gens qui sont sur le terrain. C'est eux qui vont me fournir les plans de mesures d'urgence. C'est eux qui vont me sortir, disons, le gros de l'information. Mais c'est moi, après, qui va saisir les informations dans l'outil, puis qui va aussi, des fois, fouiller, là, parce que l'information n'est pas forcément toujours évidente, là. Est-ce que ça va rester comme ça? Cette année, on va le déterminer. On s'est donné pour objectif d'en faire 12 autres. Donc, on va voir si c'est une bonne façon de fonctionner pour ma direction, mais aussi pour les directions immobilières qui sont impliquées dans le processus. Mais pour l'instant, l'idée, c'était que c'était moi pour avoir une espèce d'uniformité dans les évaluations. Donc, on est la même compréhension des éléments qu'on cherchait à documenter dans l'onglet bâtiment, puis après ça, dans le cadre de l'évaluation. Ceci dit, dans l'outil, j'ai pris soin de mettre beaucoup de boîtes de commentaires dans les différentes cellules. Donc, si si je devais m'absenter ou quelqu'un d'autre devait le faire, techniquement, on devrait être capable de reproduire assez fidèlement la méthode et le type de résultat produit. OK. Puis, si on voulait faire un test, regarder la méthode plus attentivement, est-ce que c'est possible d'avoir une copie de l'outil finalement? Oui, c'est imminent en fait. On est actuellement avec les services juridiques là, à rédiger une espèce d'entente là, pour encadrer l'utilisation de l'outil et surtout garder une trace de qui a fait la demande pour que si nous, on fait des mises à jour et des améliorations, qu'on soit en mesure de le transmettre. Mais c'est sûr que ça fait partie de nos intentions de le partager gratuitement, gracieusement en fait, à tous les gestionnaires immobiliers publics, tous les aussi acteurs qui voudraient en faire une vocation éducative et non lucrative. Donc, on est vraiment dans l'étape des technicalités juridiques à ce moment-ci. Donc, si tu le souhaites, je pourrais te le transmettre quand ce sera terminé. Bien, s'il vous plaît, oui, on apprécierait de regarder plus attentivement l'outil pour le prochain PEV, là. Le réseau de la santé. On doit justement faire des études de vulnérabilité de notre parc. Alors, c'est un outil qui pourra nous aider finalement. Et voilà, on pourra partager également l'expérience. Mm-hmm. Ben, merci beaucoup pour l'information. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Chantal. Non, dans les commentaires, Catherine, là, c'est une à deux reprises qu'il y a des personnes qui souhaiteraient justement là, recevoir l'outil lorsqu'il sera disponible. Là. Donc, on pourra voir peut-être ensemble, ce sera possible de les partager aux personnes là, qui se sont inscrites au webinaire, là, tout dépendant là, des résultats là, par rapport aux aspects juridiques. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres personnes? J'ai vu un certain Joël Courchain avait levé sa main. Je ne sais pas si la question que tu voulais poser avait été répondue. Ah, non, sinon, il y a Hélène Bonnemain qui a levé la main. Tu peux prendre la parole, Hélène.
Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend bien. Mais on ne voit pas. Je pense Ouais, que la fonction caméra n'a pas été activée pour les participants. c'est ça, hein, je pense. Bon, c'est pas très grave. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci pour la présentation. Puis j'ai deux questions. Une question sur est-ce que vous avez évalué le coût économique des travaux potentiels, puis peut-être un retour sur investissement quand c'est possible. Je me doute bien qu'il y a des choses pour lesquelles c'est pas possible. Puis je me demandais aussi quelles allaient être vos actions prioritaires d'intervention à venir en fonction de l'évaluation que vous venez de faire. Donc, est-ce qu'on a fait une évaluation? Non, on n'a pas fait une évaluation. Puis je te dirais que dans le contexte actuel de la construction, probablement que ça ne tiendrait pas la route plus de 6 mois, compte tenu de Oui. la folie du coût de l'explosion du coût des matériaux. La finalité de l'outil, c'est d'avoir un portrait des risques climatiques global. C'est d'avoir un indice de risque sur une échelle 0 à 1. Puis ça, de dire, OK, on a des projets à faire sur un palais de justice X. J'ai d'autres critères que je regarde, mais là, je regarde la question des risques climatiques, ça ressort fort. C'est juste un indice pour me dire, OK, il faut que je m'y attarde et quels sont les éléments sur lesquels je devrais m'y attarder. On n'est pas encore à l'étape du choix des mesures, des analyses coûts-avantages, etc. Ce serait probablement une étape ultérieure. La deuxième question, rappelle-moi. Ma deuxième question, c'était quelles vont être vos priorités d'intervention à l'avenir? C'est quoi les travaux que vous envisagez de faire ou pas? En tout cas, j'étais curieuse d'aller plus dans le détail sur votre plan d'action. S'il y en a un déjà, je ne sais pas. Comme gestionnaire immobilier public, on a des redditions de comptes à faire à chaque année là, à l'État. On doit, donc le parc immobilier est évalué sur une échelle de A à E. Donc, on ne veut pas avoir, en tout cas, on veut avoir le moins d'immeubles possibles qui sont cotés D ou E, donc qui sont considérés comme très vétustes. Donc, ces bâtiments-là, d'emblée, sont priorisés actuellement dans les projets de rénovation ou de mise à jour. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est que, puisque ces bâtiments-là vont être ciblés, on veut avoir la connaissance sur les enjeux climatiques pour intégrer éventuellement la question d'adaptation en même temps qu'on est en train de travailler sur ce projet de rénovation de bâtiments. Donc, la priorité, en fait, globale de l'organisation, c'est de faire en sorte que tous les bâtiments publics atteignent au minimum le cap du C, donc qui est considéré comme un état passable, voire A ou B, là, mais donc le grand objectif, c'est de sortir tous les bâtiments D ou E. Et on a un gros déficit de maintien d'actifs au Québec, c'est un gros chantier. Mais c'est dans cette optique-là, en fait. C'est de profiter de l'occasion que de toute manière, il faut intervenir sur ces bâtiments-là pour qu'ils soient encore plus résilients dans un contexte de changement climatique. Merci, Catherine. Il y avait d'autres questions dans le clavardage. Entre autres, il y a Marie-Hélène Sonnet qui pose comme question, est-ce qu'il y a une étape qui fait qu'on s'assure que les changements réalisés après l'évaluation tiennent compte des changements climatiques ou de la pollution, par exemple les matériaux, les normes d'adaptation ou autres? Donc, des indicateurs de suivi du projet, c'est ce que je comprends bien? Si Marie-Hélène peut prendre le micro, peut-être. De ce que j'en comprends, je pense, c'est que s'il y a des changements qui se font après l'évaluation, est-ce que ces changements-là vont tenir compte de la vulnérabilité au changement climatique? Bien là, nous autres, la façon dont on envisage les choses, c'est qu'on va faire une première évaluation de l'ensemble du parc, puis éventuellement, bien là, de recommencer peut-être dans 5 ans pour avoir justement un portrait actualisé des risques climatiques. Puis techniquement, les bâtiments sur lesquels on va être intervenu, on devrait voir une diminution des risques parce qu'on va être intervenu sur différentes composantes du bâtiment qui vont réduire sa vulnérabilité au final. Donc oui, ce serait notre indicateur. L'indicateur de suivi au final, ce serait de répéter la même évaluation à intervalles réguliers pour voir dans quelle mesure le risque diminue. Chose certaine, c'est que si on ne fait rien, bien, dans la composante du risque, tu as le danger d'exposition ou la vulnérabilité. Le danger est appelé à croître dans la plupart des cas. Donc, si on ne fait rien, bien, techniquement, si on refait l'évaluation dans 5 ans, puis on prend un horizon temporel plus lointain, bien, notre indice de risque devrait augmenter. On ne veut pas ça. Donc, c'est aussi une pression pour
pour nous pousser comme organisation à intégrer l'adaptation dans nos projets. Donc, Marie-Hélène te dit merci pour ta réponse. Sinon, il y avait également une autre question de Mélanie Baudouin qui te demande est-ce que l'outil, ou du moins une partie de celui-ci, pourrait être utilisé en amont de la construction d'un bâtiment? Je te dirais qu'on est en discussion, en réflexion dans l'organisation parce qu'effectivement, là, on va avoir un portrait de nos bâtiments existants, mais on produit, en tout cas, on encadre la conception de nombreux bâtiments publics qui ne sont pas encore sortis de terre. L'outil, dans sa forme actuelle, questionne l'état et les composantes d'un bâtiment, donc ne peut pas être transposé directement, mais on réfléchit à des façons d'intégrer certaines exigences techniques qui vont être inspirées de certains critères d'évaluation dans les projets futurs. Mais l'outil n'est pas fait dans une optique de conception de nouveaux projets parce qu'on est vraiment dans une approche diagnostique. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient poser des questions? Vous pouvez lever votre main ou encore à le mettre dans le clavardage. Oh, je vois que Nathalie Martel a levé sa main. Tu peux y aller, Nathalie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ma connexion va tenir le coup. J'ai de la difficulté avec mon Zoom. J'y vais tout de même. Là. Merci beaucoup pour la belle présentation. C'est fort intéressant. Un bel outil. J'avais remarqué par contre que le vent avait été comme mis égal partout, si j'ai bien compris la procédure que vous avez utilisée, c'est-à-dire que vous avez identifié un indice, un moyen pour de vulnérabilité là, au vent pour l'ensemble des bâtiments. Alors que puis je comprends très bien le fait que c'est parce que les connaissances au niveau des processus climatiques ne sont pas assez avancées pour qu'on puisse avoir de l'information sur les projections climatiques. Mais par contre, je considère que c'est l'aspect vent est souvent comme justement peut-être la partie qui passe sous le radar. Par contre, on a déjà des risques qu'on connaît qui ne sont pas égaux partout. Alors, je me demandais si ce serait une bonne hypothèse qu'on pourrait utiliser de distribuer le risque associé au vent différemment selon l'état actuel, de mettre l'hypothèse que l'augmentation éventuelle des vents, s'il y en a une augmentation, on peut le présumer parce qu'il va y avoir plus d'énergie dans l'air, se ferait de façon cohérente avec ce qui existe présentement, c'est-à-dire que les endroits où il y a déjà des expositions accrues au vent par rapport à d'autres endroits qui sont plus abrités ou moins sujets à des tornades ou autres, ben, en tout cas, c'était la question que j'avais, c'est est-ce qu'il y aurait moyen de peut-être se pencher sur une espèce de modulation du vent en fonction de ce qui existe présentement déjà, plutôt que de mettre ça égal partout? La réponse est en partie dans votre question, vous l'avez dit, l'exposition. Donc, le danger en tant que tel, l'outil est standardisé. Je ne pense pas que ce serait rigoureux de dire, bien, pour certains dangers, on prend des indices climatiques, puis pour d'autres, on va prendre une autre méthode. Donc, on reste sur ce principe d'indices climatiques. Par contre, dans le cas des vents violents, quand on va évaluer l'exposition, donc les caractéristiques du site, si j'ai un bâtiment qui est situé sur un terrain dégagé en haut d'une colline ou au sommet d'une montagne, bien, il est plus exposé. Donc, effectivement, ça va coter plus fort pour le vent. Ça va coter plus fort pour le vent. Mais le vent en tant que tel, comme phénomène, on n'a pas assez d'informations pour dire, parce que intuitivement, là, il y a eu des tornades dans l'ouest du Québec, dans la région de Gatineau, donc on pourrait penser, à Gatineau, là, les vents violents sont plus prévalents, mais la science n'est pas capable de nous le dire pour l'instant. Donc, on va aller chercher ce facteur de risque supplémentaire par les caractéristiques du site où se situe le bâtiment. Est-ce que ça répond à ta question, Nathalie? Oui, j'en ai perdu un bout, mais les premiers éléments déjà me répondaient à mes questions tout à fait. Oui, c'est un facteur d'exposition, j'ai bien compris. Merci.
Il y a une autre question dans le clavardage de Benoît Lalonde qui indique est-ce que la SQI utilisera l'outil sur l'ensemble de son parc immobilier? Là? Oui. Ouais. Est-ce qu'elle a l'intention également d'élargir peut-être un peu en dehors de son parc immobilier? Bien, c'est sûr que là, nous, on a l'autorité sur le parc dont on est propriétaire, le nôtre. Le conseil d'administration et la haute direction de la SQI souhaitent qu'on fasse une reddition de compte sur la question des risques climatiques au même titre qu'on fait une reddition de compte pour la vétusté. Donc oui, ça va devenir une obligation pour nos bâtiments. Ensuite, nos partenaires du ministère de l'Éducation, du ministère de la Santé, on peut les sensibiliser, mais on n'a pas autorité sur eux. Donc là, la balle serait dans leur camp, en l'occurrence. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient poser des questions? Oh, je vois que Chantal a levé la main. Tu peux y aller, Chantal. Juste, pardon. Tu viens d'expliquer, Catherine, qu'il y a une reddition de compte qui est demandée par la haute autorité de la SQI au niveau de l'adaptation puis la vétusté. En fait, l'indice de risque climatique global, là, ils veulent qu'on en rende compte, oui. que ça fasse partie dorénavant de notre édition de compte, je dirais classique. Annuelle. Oui, annuelle. Okay. Mais ça, c'est une demande qu'on a eu du conseil de l'administration il y a 2 semaines. Là. Donc, il va falloir qu'on le mette en place. Mais juste pour bien saisir, dans le fond, les régions auront à faire l'évaluation, la vétusté comme il se fait actuellement, et ils ajouteront finalement l'analyse d'indice de vulnérabilité pour chacun des immeubles. Exact. En fonction du rythme que tu pourras également les aider là-dedans. Là. Exact. Il y a comme un calendrier à faire, j'imagine. C'est ça. C'est clair qu'actuellement, la première évaluation va être la plus longue. Si on reprend la même évaluation dans 5 ans, on va parler d'une actualisation des informations, ça va aller beaucoup plus rapidement. Mais c'est certain qu'on ne peut pas viser une reddition de compte annuelle pour des risques climatiques pour l'ensemble des bâtiments du parc à chaque année. On va manquer de ressources ou sinon, il va falloir vraiment qu'on embauche des cerveaux et des mains pour y arriver. Parfait, bien merci. Merci Chantal pour la question. Il y a également Benoît Lalonde qui avait une seconde question là, dans le clavardage là, qui indique est-ce que les services essentiels, par exemple l'alimentation électrique ou l'eau potable, seront pris en compte là, dans l'évaluation de la vulnérabilité? L'alimentation électrique, elle est prise en compte dans le cadre de l'évaluation de l'aléa verglas. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai plus d'électricité? On regarde le type, c'est une alimentation souterraine, aérienne, est-ce que j'ai une génératrice, etc. C'est quoi sa capacité? La question de l'alimentation en eau potable, pour l'instant, elle ne fait pas partie des critères d'évaluation parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas posé problème. Mais si on voulait vraiment pousser le concept là, de bâtiment, ils appellent ça la survivance passive, là, d'optimiser la durée pendant laquelle des gens peuvent habiter à l'intérieur d'un bâtiment malgré l'interruption des services en eau puis en électricité. Effectivement, il faudrait se pencher sur la question de l'eau potable. Mais nous, hormis les centres de détention, nos bâtiments ne sont pas d'occupation permanente. Donc, on n'a pas retenu ce critère-là pour l'instant. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions à poser? Simplement lever la main ou encore mettre vos questions dans notre clavardage. Mélanie Baudouin, une seconde question. La question de l'alimentation électrique n'est pas traitée avec l'aléa chaleur. Cette question. Non, pour l'instant, l'alimentation, il y a aussi une question aussi de, comment dire, le verglas va être évalué systématiquement sur nos immeubles là, parce que tous les bâtiments sont réputés à être exposés à l'aléa verglas comme les vents violents. Donc, pour limiter le nombre de questions dans chaque catégorie puis éviter les redondances, la question de la chaleur, elle va plutôt venir évaluer
Est-ce que la forme du bâtiment, sa profondeur, est-ce qu'elle peut être ventilée naturellement? Est-ce que les aménagements extérieurs contribuent à refroidir l'air ambiant? Est-ce qu'il y a un système de conditionnement d'air? Est-ce qu'il y a, s'il n'y en a pas, est-ce qu'on a au moins des ventilateurs, des brasseurs d'air qui sont au plafond? Donc, on est vraiment plus au niveau du fonctionnement du bâtiment, autant par les systèmes passifs et actifs, mais la question de l'approvisionnement de ce système-là est plutôt traitée dans l'onglet verglas, qu'on est sûr de couvrir dans tous les cas. Je pense que ça répond à la question de Mélanie. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient poser des questions à Catherine? S'il n'y a personne d'autre qui se lance, moi j'en aurais peut-être une pour toi, Catherine, si tu me permets. Entre autres, tu indiquais que l'outil a été construit pour être facilement, disons, adaptable. Comment penses-tu qu'il pourrait être adapté, par exemple, aux établissements du réseau de la santé, les hôpitaux, les cliniques ou les CHSLD, par exemple? Bien, en fait, c'est que l'outil, moi, puisque mon parc est très diversifié, je ne pouvais pas me permettre d'aller dans l'hyper-spécialisation des questions, tandis que le réseau de la santé, au contraire, lui, a des bâtiments très spécialisés. Donc, on pourrait éventuellement ajouter des questions pour venir évaluer ces caractéristiques, la question des gaz rares, puis de tout ce qu'on peut trouver dans le milieu hospitalier ou des équipements qui sont sensibles. Ça pourrait être ajouté pour venir compléter le portrait des risques climatiques pour le parc du réseau de la santé. Et l'occupation, notamment prolongée et continue de certains immeubles, fait aussi partie de ces critères-là. Excusez-moi, quelqu'un vient de rentrer chez moi, j'ai un chien. Pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions? Autrement, je vais t'en poser une autre, là, Catherine, également, que j'en avais. En fait, tu indiquais peut-être que l'outil est en train d'être testé, là, en quelque sorte. Est-ce que tu pourrais peut-être nous indiquer quelles sont les premières impressions, là, du moins liées à l'utilisation de l'outil ou peut-être même les résultats préliminaires? Oui, ben les premières impressions, je m'excuse, il continue. Bon, tout d'abord, l'outil, il nous sert à évaluer un bâtiment. La méthode par indice, elle est assez simple, elle est intuitive à comprendre. Donc, le niveau faible, risque faible, risque élevé, c'est assez bien compris. Ce qui est une belle surprise, en fait, de la démarche de l'atelier, c'est quand on fait l'évaluation avec les gens sur le terrain, moi je suis là, j'anime, on a l'outil, notamment quand on regarde les projections climatiques. Donc, on regarde, bien, là, actuellement, dans votre région, pour la période 81-2010, vous aviez 72 événements de gel-dégel par année. À l'horizon 2041-2070, c'est scénario d'émissions élevés, ben, on aurait plutôt 55. Il y a toujours des effets de surprise parce que finalement, 2041, c'est pas si loin. Puis là, les gens commencent à comprendre, à dire wow, l'ampleur des changements probables, parce qu'on est toujours dans un contexte d'incertitude. Donc, l'atelier donne lieu aussi à des apprentissages. Donc, sur la sensibilisation sur la question des risques climatiques qui sont fort intéressants. Merci beaucoup de ta réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des commentaires? Ça, c'est pas obligé d'être des questions. Okay, parfait. Ben, je vais t'en poser une dernière, là, Catherine, si tu me permets encore. Bref, est-ce que tu parlais entre autres que l'indice global là, de danger là, par rapport au climat, il tenait compte quand même là, il était pondéré en fonction des effets sur la santé. Là. Donc, est-ce que la santé des occupants est quand même, ben, bref, comment est-ce que la santé des occupants est prise en compte là, dans l'évaluation de la vulnérabilité? Oui, donc en fait, les indices de danger sont pondérés. Donc, il y a à la fois les impacts potentiels sur le bâtiment qui vont entrer dans la pondération. Donc, les impacts potentiels pour le bâtiment, ça peut être, dans le pire des cas, la perte totale ou des dommages matériels majeurs. Mais dans le meilleur scénario, ça va être, ça peut être une panne ou un vieillissement prématuré
de certains composants du bâtiment. Pour les occupants, l'échelle que j'ai travaillé d'ailleurs avec Céline Campagna de l'INSPQ, donc on va d'allergies saisonnières à des blessures mineures modérées, des invalidités, impacts psychologiques, blessures invalidantes, puis décès. Donc, en fonction de l'aléa, comme je disais tout à l'heure, une tornade qui passe sur un bâtiment occupé, il a beau être résilient au vent violent, peu probable qu'il résiste à une tornade. C'est quand même des phénomènes extrêmes. Donc, lui va coter plus fort parce que le risque potentiel pour les occupants, c'est de décéder. Alors que une panne de courant, dans un contexte de chaleur, tout à l'heure, Mélanie mentionnait, est-ce qu'on en tient compte? Ou une panne de courant dans un contexte hivernal, ça peut être aussi grave, mais rarement on va se rendre au décès parce qu'en général, les gens vont sortir de l'immeuble, vont être évacués avant de se rendre là. Donc, pour cette raison-là, il va coter moins fort. Merci pour les explications. Il y a Mélanie qui a levé sa main. Mélanie, tu peux y aller. Non. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Catherine. Je me demandais si tu aurais des conseils à donner au réseau de la santé, par exemple, ou au réseau de l'éducation qui amorcerait une démarche en ce sens-là sur, en fait, comment a été reçue de la part des gens sur le terrain, cette demande. Est-ce que c'est perçu comme, bon, encore une autre demande, qu'on n'a pas le temps déjà de travailler sur nos affaires, puis on nous demande encore d'autres choses? Est-ce qu'il y a des apprentissages que tu as fait que tu pourrais transmettre à d'autres? En fait, deux choses. Le projet a été présenté d'abord aux instances. Donc, une fois que les dirigeants des équipes sur le terrain ont été convaincus qu'il fallait aller chercher cette information-là, l'information a été transmise. Donc, quand je suis entrée en contact avec les équipes sur leur terrain, l'accueil est plutôt bon, en fait, parce que justement, ils comprennent que c'est un objectif de l'organisation de faire cette montée en connaissance. Et puis, moi, j'essaie quand même de limiter au maximum leur implication dans le processus pour vraiment aller chercher juste ce que j'ai besoin. Donc, j'ai eu besoin de leur aide pour identifier les aléas climatiques, principaux aléas climatiques qui ont affecté le parc. Donc, ils ont accepté de participer à une enquête. Ils ont fait des réunions en équipe pour identifier qu'est-ce qui était plus problématique pour les immeubles dont ils sont responsables. Puis, dans le cadre de l'outil en tant que tel, je les contacte seulement pour leur demander les informations dont j'ai besoin pour remplir l'onglet bâtiment, puis la tenue d'atelier qui dure maximum 2 heures. Parce qu'effectivement, nos équipes sur le terrain sont dans un contexte de surcharge. Donc, je ne pense pas que la réception aurait été la même si je leur avais juste envoyé le fichier Excel, puis je leur aurais dit, vous me faites une évaluation, puis j'attends les résultats d'ici 3 semaines. Donc, on est quand même conscient de leur réalité, puis on essaye de respecter puis de travailler dans un contexte qui les rend confortables. Donc, ça prend une Catherine pour animer. Idéalement, il faut effectivement avoir un coordonnateur, une coordonnatrice, je pense, qui centralise l'information puis qui va la colliger, puis répondre aux questions éventuelles. Il faut qu'il y ait un port d'attache dans l'organisation, je pense. Merci beaucoup encore, Catherine. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Mélanie, également pour ta question très pertinente. Est-ce que d'autres personnes voulaient s'afficher? On aura encore le temps pour peut-être une ou deux questions. S'il n'y a pas d'autres personnes, je vais prendre le relais, Catherine. Tu indiqué dans ta méthodologie que tu avais utilisé un peu la méthodologie proposée par le GIEC. Est-ce que tu penses qu'une méthodologie similaire, là, par exemple, avec un fichier Excel de ce type-là, puis une échelle de 0 à 1 pourrait être utilisée, par exemple, plus pour la vulnérabilité populationnelle plutôt que le bâti? Là, j'avoue que tu me poses une bonne question parce que je ne suis pas assez connaisseuse des enjeux en santé publique pour pouvoir te répondre. L'approche par indice, je pense que c'est une approche qui est universelle. Est-ce qu'elle est suffisamment exhaustive pour les données populationnelles? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui participe au webinaire qui serait capable de répondre, mais moi, malheureusement, je n'ai pas ce bagage-là.
Merci quand même pour ta franchise. Donc, s'il y a personne d'autre qui s'affiche dans les 5 ou 10 secondes, moi, on pourrait clore le webinaire. Ah, ben, il y a Chantal qui va faire un dernier commentaire. Elle a baissé sa main. Ben, Chantal, voulais-tu y aller? Je pense que c'était... Ah. Excuse-moi, oui, là, je me suis mis sur... oui. Je vais juste répondre à des questions. En fait, pour ce qui touche l'évaluation des populations, il faut aller sur le site de l'OMS. Il y a plusieurs outils en ce qui touche justement la vulnérabilité des populations. Il y a aussi, parce que, évidemment, dans le monde, population à risque en fonction de l'aléa climatique, il y en a une puis un autre. Donc, il existe déjà de la recherche dans ce domaine-là. Je ne sais pas si vous êtes allé, mais peut-être que ce serait une source à vérifier. Là. Vérifier les outils qui ont été dégagés, qui ont été produits par l'OMS ou des partenaires de l'ONU là-dessus. Chantal pour le commentaire. Donc, je pense qu'il est rendu 1 heure, donc on va terminer ce webinaire. Merci encore, Catherine, pour ton temps, également les explications très, très claires que tu as pu nous exposer. Pour les autres, en espérant vous revoir également lors de la deuxième présentation pour cette série de webinaires qui va être organisée par l'INSPQ. Sinon, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et ben, il y a plusieurs personnes qui te remercient également là, dans le clavardage de Catherine. Merci, bonne fin de journée. À la prochaine tout le monde.